Une jeune femme de 20 ans, enceinte de 8 mois, disparaît en marchant les 200 mètres qui séparent la maison de son père de celle de sa mère. Tout le monde pense à un enlèvement. Son petit ami s'évanouit dans la nature. Son beau-père est soupçonné. Mais 55 jours plus tard, quand on retrouve son corps étranglé avec sa propre veste rouge dans un champ de maïs, les textos effacés de son téléphone vont révéler l'impensable, c'est son propre demi-frère qui l'a tué, et il a tout filmé, sans savoir que la police récupérerait tout. Dans cette vidéo, nous explorons l'affaire bouleversante de Tiffany Adams. Une histoire truffée de questions sans réponse jusqu'à ce qu'une révélation terrifiante retourne tout sens dessus-dessous. Sa disparition allait finalement mettre au jour des secrets enfouis, des tromperies et une vérité accablante qui a choqué toute sa communauté. Tiffany a été vue pour la dernière fois le 5 novembre 2014. Elle avait 20 ans et était enceinte de 8 mois. Ce jour-là, elle avait prévu de rendre visite à sa mère, qui vivait juste à côté de la maison de son père, mais elle n'est jamais arrivée et plus personne ne l'a revue. Le 7 novembre, soit 2 jours après sa dernière apparition, sa famille signale sa disparition. Sullivan, la petite ville liée à cette affaire, se trouve dans le township de Hamilton et est le chef-lieu du comté de Sullivan, dans l'Indiana. Selon le recensement de 2010, elle comptait un peu plus de 4000 habitants. Comme tant d'autres jeunes, Tiffany rêvait de quitter ce coin tranquille pour une vie plus grande. Après le lycée, elle apprend qu'elle est enceinte de son compagnon, Donnie Barron. Elle déborde de joie, parle sans arrêt du bébé et se réjouit à l'idée de devenir mère. Son excitation monte encore à l'approche du terme. Mais tout bascule le 5 novembre 2014, Tiffany, enceinte de 8 mois, s'évanouit dans la nature et la vie de sa famille ne sera plus jamais la même. Tiffany disparaît brutalement. Malgré les efforts de son compagnon Donnie et de son père, Bruce Adams, pour la retrouver, aucune trace. Ils appellent son téléphone à maintes reprises, sans réponse. Personne ne sait où elle est passée ni ce qui a pu lui arriver. Le fait qu'elle soit si proche du terme ne fait qu'amplifier l'angoisse. Ça n'a aucun sens. Une femme enceinte de 8 mois ne s'évapore pas comme ça. Tout le monde redoute le pire. Quand Tiffany disparaît le 5 novembre, son père Bruce ne prévient pas immédiatement la police. Il croit, comme beaucoup, qu'il faut attendre 48 heures avant de déclarer une disparition. C'est une idée reçue très répandue. En réalité, il faut alerter les autorités dès que possible. À cause de cette erreur, Bruce ne signale la disparition que le 7 novembre. Il explique aux policiers que, ce 5 novembre, il avait laissé Tiffany et Donnie chez lui avant de s'absenter environ 1 heure. À son retour, seul Donnie était là. Donnie lui demande alors s'il sait où est partie Tiffany, affirmant qu'elle était allée chez sa mère Christina, à 2 pas de là. Tristement, Bruce Adams n'est pas le père biologique de Tiffany. Son vrai père n'a jamais fait partie de sa vie. Lorsque les enquêteurs interrogent Christina, elle avoue ne pas savoir où se trouve sa fille. La dernière fois qu'elle l'a vue, c'était le 30 octobre, 5 jours avant la disparition. Face à la gravité de la situation, la police d'État est appelée en renfort pour retrouver Tiffany le plus vite possible. Dans les affaires de disparition, les enquêteurs commencent toujours par les proches. Donnie étant la dernière personne connue à avoir vu Tiffany, ils veulent lui parler en priorité. Mais entre-temps, Donnie a quitté la ville et personne ne sait où il est. La fuite soudaine du petit ami d'une femme enceinte disparue est pour le moins troublante. Avec Tiffany introuvable, les soupçons se concentrent sur 2 hommes, son beau-père Bruce Adams et son compagnon Donnie Barron. Mais Donnie restant injoignable, les doutes s'intensifient. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la petite ville de Sullivan, Tiffany a disparu et elle était enceinte de 8 mois. C'est d'autant plus déchirant. Elle avait toute la vie devant elle. Certains imaginent un enlèvement, d'autres espèrent encore qu'elle reviendra saine et sauve. Des prétendus sightings circulent, mais ce ne sont que des rumeurs. La police est persuadée qu'elle n'a pas fugué. Faute de pouvoir localiser Donnie, les enquêteurs se tournent vers Bruce pour tenter de comprendre ce qu'il sait. Bruce affirme avoir un alibi solide, il était au supermarché pendant que Tiffany quittait la maison. Un officier vérifie et les tickets de caisse confirment sa présence le 5 novembre. Le timing reste néanmoins flou, personne ne sait à quelle minute exacte Tiffany a disparu. Bruce est convaincu qu'elle a été enlevée et jure qu'il ne lui aurait jamais fait de mal, il l'aimait comme sa propre fille. Il se sent même le devoir de participer aux recherches et garde espoir. Au cours de son entretien, Bruce désigne un autre suspect possible, Brian, le beau-père de Tiffany par sa mère Christina.
Pour résumer, Bruce répète qu'il était au magasin et qu'à son retour Tiffany n'était plus là. Il révèle aussi un détail crucial aux enquêteurs. Le 5 novembre 2014, vers 13h, Bruce reçoit 3 appels provenant du téléphone de Tiffany. Lors du premier, il entend une voix masculine en fond avant que la communication ne coupe brutalement. Le deuxième appel est silencieux, puis coupé. Au troisième, il entend à nouveau un homme crier et, selon lui, la voix de Tiffany qui hurle « Papa, papa ». Paniqué, Bruce rappelle une dizaine de fois, tout tombe sur la messagerie. Il pense reconnaître la voix de Brian et soupçonne ce dernier d'avoir fait du mal à Tiffany, persuadé que Brian ne l'aimait pas. C'est une piste sérieuse que les enquêteurs doivent creuser. Pour mieux comprendre la relation entre Tiffany et son beau-père, la police interroge une de ses amies proches. Selon elle, Tiffany ne disait jamais du bien de Brian. Elle se plaignait souvent des insultes et expliquait qu'elle ne pouvait plus voir sa mère à cause de lui. Tiffany racontait aussi que Brian l'obligeait à mettre le haut-parleur quand elle appelait sa mère, signe d'un contrôle extrême. Sur les réseaux sociaux, Tiffany avait également exprimé sa colère quand sa mère s'était remise avec Brian. Dans un post, elle écrivait clairement tout le mal qu'elle pensait de lui. Et si Brian avait vu ce message et s'était emporté? Sa mère couvrait-elle quelque chose? Autant de questions que les enquêteurs doivent éclaircir. Petit point généalogique pour que tout soit clair, à l'époque des faits, la mère de Tiffany, Christina, était mariée à Brian. Avant cela, elle avait été mariée à Bruce Adams. Bien que Bruce ne soit pas son père biologique, il s'est marié avec Christina peu après la naissance de Tiffany et l'a élevée comme sa fille. Les deux maisons, celle de Bruce et celle de Christina et Brian, étaient si proches qu'on pouvait passer de l'une à l'autre à pied. Bruce voyait même leur maison depuis son jardin. Avec le temps, les relations entre Bruce et le couple s'étaient dégradées. Le 11 novembre 2014, 6 jours après la disparition, la police se présente au domicile de Christina et Brian avec un mandat de perquisition. Le couple n'apprécie guère, mais les enquêteurs cherchent tout indice susceptible de relier Tiffany à la maison, traces de lutte, n'importe quel élément point sur la propriété. Ils remarquent une caméra de surveillance fixée sur un poteau, orientée vers l'entrée. Il s'agit visiblement d'une caméra à détection de mouvement, du type piège photographique. Les détectives espèrent que les images vont leur livrer des informations capitales. Mais quand ils ouvrent l'appareil, la carte mémoire a disparu. Simple malchance, ou quelqu'un a-t-il délibérément retiré la carte pour effacer des preuves? Brian reste une personne d'intérêt, mais rien de concret ne le relie directement à la disparition. Au début de l'enquête, le petit ami Donnie Baron était lui aussi suspect. Bruce est celui qui a signalé la disparition, et Donnie est la dernière personne connue à l'avoir vue vivante, avant de quitter la ville. Le shérif finit par le retrouver et l'interroge. Donnie affirme qu'il aimait Tiffany, qu'il n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé et qu'il rêvait d'élever l'enfant avec elle. Mais son départ soudain et son absence pendant les recherches posent question. Pourquoi n'a-t-il pas participé? Il lui est difficile de prouver qu'il n'était pas là au moment où Tiffany a disparu, puisqu'il était seul. Autre révélation de taille, Donnie n'était pas le père biologique du bébé. Le vrai père s'appelle Paul Ardom McHenry. Au lycée, Ardom était le beau gosse que toutes les filles admiraient, grand, sportif, charmeur. Il était sorti 3 ans avec Tiffany avant leur rupture en mars 2014. Peu après, elle s'était mise avec Donnie. Quand elle découvre sa grossesse, elle ignore d'abord qui est le père. L'échographie révèle qu'elle est plus avancée qu'elle ne le pensait, le bébé est d'Ardom. Le 1er octobre 2014, elle poste sur les réseaux « On dirait que mon petit garçon grandira avec moi, je serai à la fois maman et papa. Le père de mon enfant ne vaut vraiment rien. Il vient de me dire qu'il renonçait à ses droits et qu'il n'était pas sûr d'y arriver. » Donnie n'a pas fait de scandale en apprenant la vérité. Ardom, lui aussi interrogé, déclare qu'il était à son travail, à une trentaine de minutes, le 5 novembre. Son alibi est confirmé. Les recherches durent des jours, puis des semaines, sans avancée significative, jusqu'au 30 décembre 2014, 55 jours après sa disparition. 2 agriculteurs qui terminent tardivement la récolte de maïs découvrent le corps de Tiffany dans un champ. Les restes sont très abîmés, en partie dévorés par les animaux. Sa veste polaire rouge est nouée très serrée autour de son cou, avec une feuille coincée dans le nœud, preuve que le vêtement a été noué sur place, dans le champ. Son téléphone n'est pas avec elle. L'un des fermiers croit d'abord voir un mannequin, puis réalise qu'il s'agit d'une jeune femme aux cheveux bruns et aux bottes marron. Le corps n'a pas autant décomposé qu'on aurait pu le craindre, grâce au froid de novembre et décembre. L'autopsie,
pratiquée le 31 décembre, conclut à une strangulation par ligature. Une côte est cassée, probablement lors de l'agression. Le plus tragique, le bébé était encore vivant au moment de la mort de sa mère et est mort asphyxié. Les enquêteurs peinent à comprendre une telle cruauté. Qui peut commettre un acte aussi abominable contre une femme enceinte de 8 mois et son enfant à naître? L'exposition aux éléments a détruit la plupart des traces ADN, compliquant l'enquête. Mais l'analyse des relevés téléphoniques de Tiffany apporte des éléments précieux. On découvre qu'elle échangeait des textos avec Amber peu avant de disparaître. Amber est l'épouse de Jonas, le demi-frère de Tiffany, fils de Brian et Christina. Tiffany gardait parfois leur petit garçon de 4 ans. Amber devient une priorité. Elle explique d'abord que Jonas et elle partageaient un téléphone. Les enquêteurs demandent à voir l'appareil utilisé à l'époque, mais le couple en a changé entre-temps. Jonas et Amber affirment être allés louer une cassette vidéo le jour de la disparition, l'alibi est confirmé par le magasin. Grâce au bornage, la police suit les déplacements du téléphone de Tiffany après qu'elle a quitté la maison de Bruce, plusieurs zones, rapidement, donc probablement en voiture. Or Tiffany n'avait pas de véhicule. Les principaux suspects restent Donnie et Brian. Mais les enquêteurs établissent que Donnie n'a pas quitté la maison de Bruce pendant le créneau critique. Il est mis hors de cause. L'attention se reporte sur Brian et Christina, qui prétendent avoir travaillé sur un appartement en ville toute la journée. Les données téléphoniques les contredisent. À 11h15, le téléphone de Tiffany borne près de la maison de sa mère. Il reste inactif 39 minutes, puis réapparaît, dans la zone où son corps sera retrouvé plus tard. Dernier signal, près du lac Sullivan. Question centrale, dans quelle voiture se trouvait Tiffany? Les enquêteurs apprennent que, le jour des faits, Jonas a emprunté un Chevy Blazer à son ami Jim Fish, qui travaille dans une scierie. Jonas devait le ramener le jour même, mais il le rapporte avec 6 heures de retard, prétextant une panne. Le magasin de location vidéo confirme la présence de Jonas et Amber, mais beaucoup plus tard dans la journée qu'ils ne l'avaient dit. Leur alibi tient toujours, mais avec un trou béant. Le téléphone de Tiffany est finalement repêché dans le lac Sullivan le 27 août 2015, à moins d'1 kilomètre de l'endroit où Jonas prétendait être tombé en panne. Tous les messages avaient été effacés, mais l'unité de cybercriminalité de la police d'État de l'Indiana parvient à les récupérer intégralement. Stupeur, les textos envoyés à Amber depuis le téléphone de Tiffany proviennent en réalité de Jonas. Amber, qui ignorait que Tiffany avait changé de numéro, pensait dialoguer avec une connaissance de Jonas. En novembre 2015, Amber demande le divorce. Lors de son premier interrogatoire, Jonas affirme n'avoir vu Tiffany que fin septembre au Dollar General lors d'une dispute familiale. Le jour de la disparition, il maintient la version de la panne du Blazer près de la scierie, à l'intersection des County Road 75 East et 300 North. Il dit avoir fait signe à une voiture avec 2 inconnus, leur avoir emprunté un téléphone pour prévenir Amber, qui n'était pas avec lui, puis être reparti. Il n'imaginait pas que la police repêcherait le téléphone et récupérerait les messages. L'expertise sur le Blazer emprunté révèle des fibres rouges correspondant à la veste de Tiffany, celle retrouvée nouée autour de son cou. Jonas est arrêté et inculpé du meurtre de Tiffany et de son bébé à naître. Reconstitution probable, le 5 novembre 2014, Tiffany quitte la maison de Bruce pour aller chez sa mère. Christina et Brian sont absents. Jonas, au volant du Blazer emprunté, l'intercepte, l'emmène dans le champ de maïs et la tue. Pour effacer les preuves, il retire la carte mémoire de la caméra de surveillance de son père, qui aurait pu filmer Tiffany montant en voiture, et jette le téléphone dans le lac. Brian est définitivement blanchi. La relation entre Jonas et Tiffany était explosive. Jonas ne supportait pas sa demi-sœur. Il était très proche de son père Brian. Peut-être les publications de Tiffany contre Brian l'ont-elles rendu fou de rage. Mais comment expliquer un acte d'une telle sauvagerie contre une femme enceinte de 8 mois? Cela dépasse l'entendement. Entre août 2015 et février 2016, un codétenu, John Clean, partage le même blog que Jonas. Un soir, devant une émission sur un cold case, Clean lance « C'est fou qu'on puisse garder un secret aussi longtemps ». Jonas répond « Tu serais surpris de ce qu'on peut supporter quand on n'a pas le choix ». Selon Clean, Jonas avoue ne pas regretter la mort de Tiffany, mais se sentir coupable pour le bébé, allant jusqu'à demander si Dieu pourrait lui pardonner. Jonas plaide non coupable jusqu'au bout. En juillet 2016, il écope de 2 peines consécutives de 60 ans de prison. Tiffany Adams méritait tellement mieux, une vie entière, un avenir,
la joie d'élever son enfant. Son histoire nous rappelle cruellement à quel point tout peut basculer en un instant et combien le silence ou l'inaction peuvent coûter cher. Et si cette affaire vous a bouleversé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Nous publions une nouvelle affaire criminelle chaque soir. À la prochaine, restez prudents, restez vigilants.